L'art cinématographique détient un rôle essentiel dans notre société actuelle et contribue à la diversité des œuvres proposées dont celles relatives à l'histoire. Il a un impact puissant sur la société, façonnant la culture, l'éducation, la politique, l'économie et les individus. Mon sujet étant assez vaste, je vais me concentrer sur une certaine période assez populaire et médiatisée au cinéma, la Shoah, la Première Guerre mondiale et le génocide des Tziganes. Ce sujet montre l'existence en interdépendance de l'histoire, qui désigne à la fois les événements du passé, et notamment les grands événements, mais également l'étude du passé par les historiens, ainsi que des mémoires, qui est la faculté à se rappeler des événements du passé. C'est un sujet sensible. Pour un même événement, deux êtres humains n'ont pas la même mémoire. Histoire et mémoire sont bien deux notions différentes. L'émotion est très liée à l'histoire. Nous nous demanderons donc si l'art cinématographique peut apporter une connaissance historique complémentaire à celle acquise par les programmes scolaires. Nous commencerons par explorer ensemble la force de l'immersion et de l'émotion que procure le cinéma, puis nous analyserons les perspectives multiples et narrations visuelles produites. Enfin, nous étudierons les limites du cinéma comme source historique. Tout d'abord, la connaissance historique peut passer par la force de l'immersion et de l'émotion. De ce fait, le cinéma a la capacité unique de créer une immersion visuelle forte et émotionnelle. En reconstituant des événements historiques avec l'image et le son, les films peuvent prendre en compte. Les films peuvent rendre compte de périodes lointaines plus tangibles et plus accessibles. Ils sont le vecteur d'une réflexion profonde. Le meilleur exemple possible est La liste de Schindler de Steven Spielberg, sorti en 1993. C'est l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel nazi qui va tout au long de la guerre protéger des juifs en les faisant travailler dans sa fabrique et en 1944 sauver 800 hommes et 300 femmes du camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Par l'analyse filmique, nous pouvons constater le choix du noir et blanc, du monochrome, qui crée un effet sur nous. Il représente l'Holocauste comme une vie sans lumière. On remarque pourtant une couleur rouge présente dans le film, celle du manteau du fillette, qui marque la prise de conscience du protagoniste principal. Cela capte notre attention grâce à l'effet du monochrome. Cela a sensibilisé des millions de personnes sur la réalité de la Shoah, en dépeignant les atrocités de manière poignante et détaillée. C'est une approche qui favorise l'empathie, ainsi qu'une intimité et une profonde compréhension émotionnelle de l'histoire. Les films permettent de capturer des époques et de les représenter avec intensité et émotion, bien au-delà des mots et du langage, telle une catharsis. Dans La zone d'intérêt, sorti en 2023, tout le pouvoir du film s'appuie sur sa bande sonore. La tension est palpable. Nous retrouvons la banalité du mal, d'Hannah Arendt, avec le quotidien monotone de la famille du commandant de Auschwitz, Rudolf Höss, mitoyen au camp. Par le hors-champ, la représentation du camp se fait par les cris, les bruits de balles et le grondement des fours. Cette famille s'habitue à la souffrance environnante jusqu'à devenir invisible à leurs yeux. Cette même souffrance que nous percevons par le bruit de fond, présent dans la quasi-intégralité du film. Nous nous retrouvons immergés tout en gardant une distance avec cette famille, pour n'éprouver aucune empathie grâce au plan pendant une grande majorité du film. Ce type de plan contribue à mettre en contraste l'arrière-plan et le premier plan, qui correspondent et vont dans une certaine continuité tout de même, faisant aussi écho aux idéologies et au refus des SS et des nazis d'humaniser et d'approcher les juifs. Comme cela, la bande sonore et visuelle ont nettement participé à l'apprentissage de l'histoire grâce aux mémoires relatées. De plus, il peut apporter une représentation des perspectives multiples et de la narration visuelle. Effectivement, la multiplicité des perspectives favorise la restitution des mémoires, de façon vivante et engagée. L'histoire se révèle particulièrement propice à une exploration filmique. Les mémoires peuvent avoir leur propre perspective sur les événements historiques. Les films permettent une restitution des mémoires avec une représentation différente. Le génocide des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale est un aspect souvent sous-représenté dans les manuels scolaires. Et c'est pourquoi le film Liberté, sorti en 2010, permet un autre point de vue. Il raconte la sédentarisation forcée du peuple tzigane, ainsi que leur déportation à partir de 1942. Nous découvrons des récits avec d'autres cultures, classes sociales et genres. Cela enrichit notre compréhension de l'histoire en général. En effet, les films historiques, les documentaires et même les fictions inspirées de faits réels encouragent les spectateurs à s'introduire dans des époques passées et à revoir des événements marquants. La narration visuelle commence dès l'affiche du film et la bande annonce en fonction du placement des personnages, des couleurs, de la musique et des textes. Chaque choix est réfléchi et organisé de façon à amener le spectateur sous un certain angle.
Les images possèdent un pouvoir persuasif et le type de plan utilisé fait ressentir soit une proximité, une distance, donc soit un point de vue interne, externe ou omniscient. Le plan séquence, filmé sans interruption ni montage, dans 1917 de Sam Mendes, montre le cœur de la Première Guerre mondiale avec ses batailles. L'immersion dans cet environnement favorise la dangerosité, l'urgence et la peur que fait naître en nous la guerre. Un film a plus d'emprise sur nous qu'un texte, dû par sa dimension émotionnelle, forte avec nos sens. De la sorte, l'angle choisi pour aborder la période est le contraire d'une vision cohérente et scientifique. Ce n'est pas une démarche scientifique. Cependant, le cinéma possède ses limites. Sa fiabilité comme source historique peut être remise en cause. En effet, les réalisateurs sont susceptibles de prendre des libertés artistiques et de faire des fictions. Ils prennent par conséquent des libertés avec les faits historiques pour leur narration et leur drame. Les inexactitudes du film Le garçon en pyjama rayé, sorti en 2008, font que la vérité est déformée. Ce film est utilisé en Grande-Bretagne pour la pédagogie et l'enseignement de la Shoah, mais il entraîne plus de confusion que de compréhension pour les élèves, même s'il a popularisé entre guillemets la Shoah. Cela fournit des idées prédéterminées et erronées aux élèves, car il y a tromperie sur la survie continuelle de Schmel, dans un camp qu'il aurait gazé avec les autres enfants à son arrivée, et l'absence de propagande nazie centrée sur la jeunesse, dirigée contre Bruno, qui est dépeint comme complètement ignorant du projet de génocide des Juifs, malgré le poste occupé par son père en tant que garde d'Auschwitz. Cela semble aider à une prise de conscience de la Shoah chez les jeunes, plus qu'avec les programmes scolaires donc les programmes de cours traditionnels, tant pour son événement historique que pour la connaissance et la compréhension de sa problématique. Pourtant, les inexactitudes factuelles dans l'intrigue du film desservent son apprentissage à cause du flou autour de la fiction et les faits. Cela peut perpétuer des mythes et des mensonges au sujet de la Shoah. L'école est chargée de nous transmettre et de faire acquérir des connaissances et des méthodes de travail. La connaissance est le processus actif de production d'informations. Notre société est une société de la connaissance qui repose essentiellement sur la transmission de l'information. Les informations, en s'agrégeant, deviennent des savoirs. À mesure que les médias contribuent à renforcer la densité des informations, l'essentiel de nos activités humaines et économiques repose sur la transmission de l'information et l'acquisition des savoirs. Ainsi, il est donc essentiel d'utiliser ces films comme des compléments et non comme des substituts aux sources historiques académiques. Cela nous ramène donc à la question principale. En définitive, l'art cinématographique peut en effet apporter une connaissance historique complémentaire à celle des programmes scolaires en suggérant une immersion émotionnelle, des perspectives diversifiées et une narration visuelle. Néanmoins, il est important de regarder ces films avec un esprit critique en les considérant comme des outils complémentaires plutôt que des sources d'informations primaires et toujours objectives. Nous pouvons obtenir une vision plus riche et plus nuancée de notre histoire en alliant les récits cinématographiques avec une éducation formelle rigoureuse. Les programmes scolaires visent à transmettre des faits et des analyses de manière structurée et académique, tandis que le cinéma propose une approche différente, parfois plus émotionnelle et plus subjective. Cela expose des enjeux fondamentaux concernant la transmission du savoir, la mémoire collective et la manière dont nous comprenons et apprenons notre passé. Merci de m'avoir écouté.